Alors, bienvenue. À l'ordre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La Commission des institutions reprend ses travaux. Comme vous savez, je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. Nous allons poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 21, loi sur la laïcité de l'État. Ce soir, nous entendrons la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Alors, donc, je vous souhaite la bienvenue aux membres de la Commission des droits de la personne. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes de présentation et après, on aura un échange avec les membres de la Commission. Alors, encore une fois, bienvenue, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Je m'appelle Philippe-André Tessier, je suis président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagné par M. Jean-Sébastien Imbeau et Mme Evelyne Pedneau, qui sont respectivement chercheurs et conseillers juridiques au service de la recherche de la Commission. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation qui est faite à la Commission de participer aux présentes consultations. Comme vous le savez, la mission de la Commission est d'assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C'est dans le cadre de ce mandat que lui confère la Charte que la Commission a procédé à l'étude du projet de loi 21, loi sur la laïcité de l'État. Le mémoire de la Commission soulève de sérieuses préoccupations quant à l'impact de certaines dispositions de ce projet de loi sur les droits et libertés protégés par la Charte. C'est la 4e fois depuis 2010 que la Commission est appelée à commenter une proposition législative qui, à des degrés divers, vise à encadrer l'exercice de la liberté de religion dans les institutions publiques. La Commission tient à réaffirmer qu'elle est en faveur de l'affirmation dans une loi de la laïcité de l'État et des 4 principes qui la fondent, tels que le proposent les articles 1 à 3 du projet de loi. Les commentaires et les recommandations de la Commission portent toutefois sur le décalage qu'introduirait le projet de loi entre, d'une part, l'affirmation de la laïcité de l'État et, d'autre part, la mise en œuvre de celle-ci présentée aux articles 4 et suivants du projet de loi, notamment, évidemment, quant au port de signes religieux. La laïcité de l'État québécois est reconnue et effective juridiquement. En droit québécois, cette notion a été interprétée en fonction des finalités qu'elle poursuit. La protection des droits et libertés de la personne. La laïcité de l'État met en œuvre 2 moyens, la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité religieuse de l'État, en vue d'assurer l'exercice concret de 2 droits de la personne, à savoir la liberté de conscience et de religion, puis le droit à l'égalité. En ce sens, la Charte contribue à la laïcité de l'État. Les exigences qui, en vertu du projet de loi, découleraient de la laïcité risquent pourtant de porter atteinte à cette même Charte. Le fait que le projet de loi propose à la fois de modifier la Charte tout en y dérogeant en vue d'affirmer la laïcité illustre bien, à notre avis, que les moyens choisis entrent en contradiction avec les finalités du concept. Ainsi, la Commission recommande que le préambule du projet de loi soit modifié afin d'affirmer explicitement la primauté de la Charte et l'importance des droits et libertés qui y sont inscrits pour l'ensemble de la société québécoise. Par ailleurs, la Commission émet de sérieuses réserves sur les articles 17 et 18 du projet de loi qui prévoient modifier la Charte. Il convient de faire certains rappels à cet égard. Premier rappel, le respect des minorités, de pair avec la démocratie et la primauté du droit, est un des principes fondamentaux autour desquels s'articule la Charte québécoise. Deuxième rappel, la Charte constitue un ensemble cohérent de droits et de libertés qui ont la même importance et qui doivent être traités sur un pied d'égalité. Enfin, une modification à la partie 1 de la Charte, celle visant les droits et libertés fondamentaux, doit se faire avec prudence, dans le respect de l'objet et de la portée de cette loi fondamentale. Les modifications apportées jusqu'à présent par l'Assemblée nationale reflètent d'ailleurs cet impératif de prudence. Parmi les 18 modifications législatives qui ont touché la partie 1 depuis 1975, seules 2 n'ont pas été adoptées à l'unanimité. De plus, aucune n'a eu pour effet de restreindre la protection aux droits et libertés inscrits à la Charte. À la lumière de ces quelques rappels, les modifications que le projet de loi propose au préambule et à l'article 9.1 de la Charte sont de nature à soulever certaines craintes. En vertu des règles d'interprétation en vigueur, l'introduction d'une référence à la laïcité de l'État à la Charte devrait nécessairement être traduite conformément à l'objet de la Charte. Cette notion devrait donc continuer à être interprétée dans le respect des droits et libertés de la personne. La Commission s'interroge toutefois sur l'effet concret que pourrait avoir une telle modification à la Charte et l'interprétation qu'on pourrait lui donner dans la mesure où elle s'accompagne d'une clause de dérogation aux articles 1 à 38 de celle-ci. Le projet de loi prévoit ainsi déroger à l'avance aux effets de 2 dispositions qu'il cherche pourtant à introduire. Pour ces raisons, la Commission émet de sérieuses réserves quant à l'introduction du concept de laïcité de l'État au préambule et à l'article 9.1 de la Charte. Elle recommande de ne pas procéder à cet ajout si on entend définir et mettre en œuvre cette notion différemment de l'interprétation qui a été donnée en vertu de la Charte, comme en témoigne notamment le recours à une clause dérogatoire. En ce qui a cette clause dérogatoire, la Commission rappelle, qu'elle ne devrait être utilisée que lorsqu'une situation d'une certaine gravité l'exige.
Elle devrait en outre être limitée à la stricte mesure exigée par cette situation. Aux fins de son application, le projet de loi envisage plutôt la suspension de droits protégés à la Charte sans qu'on ait démontré que la situation exige un geste d'une telle gravité. Au contraire, les données tendent à démontrer qu'il n'y a pas véritable enjeu eu égard à la laïcité de l'État ou même le port de signes religieux par des employés de l'État. La large portée de la clause dérogatoire inscrite dans le projet de loi retient également l'attention. On propose de soustraire toutes les dispositions du projet de loi et de la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État, le projet de loi 62 tel qu'il s'appelait alors, aux articles 1 à 38 de la Charte. Il convient pourtant de questionner le lien qu'il y a entre les objectifs du projet de loi et plusieurs articles de la Charte visés par la clause dérogatoire. Plus largement, la Commission prend acte de la méfiance qui se dégage de certains commentaires à l'égard des tribunaux dans la protection des droits et libertés protégés par la Charte. Soulignons néanmoins que l'État de droit suppose l'existence d'une instance judiciaire capable de faire respecter des normes constitutionnelles, et ce, à l'occasion même à l'encontre de la volonté exprimée de l'État. Il ne s'agit pas de nier le malaise qui peut être ressenti par une certaine partie de la population à ce sujet. Au contraire, il est d'ailleurs permis de douter que le fait de déroger à la Charte vienne clore le débat. Un tel constat appelle plutôt la mise en œuvre de mesures qui permettraient d'y répondre adéquatement. Pensons notamment aux initiatives nécessaires en matière de sensibilisation, d'information, d'éducation aux droits et liberté de la personne et, plus fondamentalement, d'accès à la justice. Sur un autre plan, un renvoi du gouvernement à la Cour d'appel du Québec quant à la conformité à la Charte québécoise des mesures prévues par le projet de loi permettrait de mettre en lumière le rôle des tribunaux dans la mise en œuvre des droits et libertés, et ce, conformément aux principes démocratiques en vigueur. Cela permettrait aussi de statuer sur les exigences qui découlent sur la laïcité de l'État, et sur le sens à donner aux modifications proposées à la Charte dans le respect des droits et libertés qu'elle protège. Ainsi, la Commission recommande la mise en œuvre de mesures permettant de répondre adéquatement au questionnement d'une partie de la population qui attend l'importance de la Charte et au rôle des tribunaux dans une société démocratique. Afin d'assurer la protection du droit à l'égalité et de l'ensemble des droits et libertés de la personne, il convient de mettre en place des initiatives en matière de sensibilisation, d'information et d'éducation au droit. Il importe également de rappeler l'importance de différentes institutions dans le respect de ceux-ci, entre autres par des mesures d'accès à la justice et par le biais d'un renvoi opportun du gouvernement à la Cour d'appel. Le mémoire de la Commission s'emploie par ailleurs à analyser les articles 4 et suivants du projet de loi à la lumière de la Charte. Ce faisant, elle conclut que l'interdiction de port de signes religieux contredit 3 des principes constitutifs de la laïcité. D'une part, elle porterait atteinte à la liberté de religion. Retenons que la liberté de religion comprend le droit de manifester ses croyances par la mise en pratique, ce qui inclut le droit de porter un signe religieux. D'autre part, l'interdiction d'un port de signes religieux risque de compromettre le droit à l'égalité des personnes visées, notamment le droit à l'égalité en emploi. Les conséquences de ces dispositions pourraient être d'autant plus importantes que les articles 13 et 25 du projet de loi lèveraient l'obligation d'accommodement raisonnable, entre autres quant aux dispositions du projet de loi. Celui-ci avance plutôt l'idée que tous et toutes doivent se soumettre à une règle unique, sans possibilité d'aménagement. Il s'agit pourtant d'une vision de l'égalité qui est dépassée, une égalité formelle qui constituerait un recul important quant à l'interprétation du droit à l'égalité, incluant, eu égard au droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, le décalage que le projet de loi impose en regard du modèle effectif de laïcité développé au Québec apparaît clairement lorsqu'on envisage son impact sur le milieu scolaire. Un examen des orientations ayant mené à la déconfessionnalisation du système scolaire et des principes ayant guidé ce processus donne à voir que l'interdiction prévue au projet de loi ne cadre pas avec le modèle québécois de laïcité qui s'est développé à l'école. L'interdiction pour des membres du personnel de l'école de porter des signes religieux contreviendrait en outre à la mission de socialisation de celle-ci à des aspects de la loi sur l'instruction publique ainsi qu'à des éléments du programme éducatif. Insistons par ailleurs sur la distinction entre le fait d'être exposé aux croyances d'autrui et le fait d'être contraint à adhérer à celle-ci. Le seul port d'un signe religieux par un enseignant ne peut a priori être assimilé à une contrainte pour les élèves. Le simple port d'un signe religieux ne permet pas de conclure que l'enseignant exerce une forme de prosélytisme ou encore qu'il agit de façon contraire à son devoir de réserve ou à son obligation d'impartialité. Le respect de ses obligations repose plutôt sur ses comportements, son attitude, ses paroles et ses décisions. Parmi les recommandations portant sur l'interdiction de port de signes religieux, la Commission propose donc de ne pas adopter les articles 4 et 6 du projet de loi 21. La Commission recommande en outre de ne pas adopter les articles 13 et 25, en vertu desquels aucun accommodement raisonnable ne pourrait être accordé pour les situations préjudiciables créées par l'application de dispositions interdisant le port de signes religieux. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Tessier. Monsieur le ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Maître Tessier, Maître Penneau, Monsieur Imbeau, bonjour. Merci d'être présent à la Commission ce soir pour témoigner en lien avec le projet de loi 21 que le gouvernement du Québec a déposé.
C'est un volumineux mémoire que vous nous avez fait parvenir. Écoutez, en lien avec le projet de loi 62 relativement à l'obligation de donner des services à visage découvert et de les recevoir à visage découvert, notamment pour des questions de sécurité, d'identification, mais aussi de communication et d'interaction. On sait que la disposition elle est suspendue par les tribunaux. Il y a eu un sursis, en fait 2 sursis qui ont été accordés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai précisé l'obligation de réception des services uniquement pour des motifs de sécurité et d'identification. Qu'est-ce que la Commission des droits pense de cela, de cette disposition-là, à l'effet qu'au Québec, lorsqu'on demande un service public, on devrait se découvrir le visage pour obtenir le service public lorsque c'est nécessaire pour des motifs de sécurité et d'identification. Êtes-vous favorable? Ce que la Commission dit eu égard à ça, c'est que c'est le cadre que la Charte applique déjà. Les motifs de sécurité et d'identification sont déjà des motifs reconnus comme étant valables pour exiger à une personne de se découvrir. Alors, ce sont pour nous une possibilité déjà existante. C'est un peu un des messages qu'on transmet à l'ensemble des parlementaires, c'est qu'il faut faire attention de faire dire à la Charte des choses qu'elle ne fait pas. Et la Charte est un instrument qui amène plus de laïcité dans la société québécoise. Et justement, par l'interprétation, notamment, de certaines contraintes, eu égard à la prestation de certains services, lorsqu'il y a sécurité ou identification, il y a des exemples à cet effet-là dans la jurisprudence québécoise et canadienne. Mais quand même, vous auriez 2 gouvernements successifs, l'un libéral, avec une ministre de la Justice qui aurait cru opportun de venir indiquer ça dans un texte de loi. Et vous avez un ministre, le gouvernement d'une autre formation politique aussi, qui considère que c'est important que le législateur vienne le mettre dans le projet de loi. Et si c'était si clair que ça avec l'application de la Charte, on n'aurait pas besoin de le faire. Mais c'est jumelé aussi au fait qu'il n'y a pas d'accommodement possible dans le cadre du projet de loi 62 relativement à la réception de services à visage découvert, à l'exception des motifs de handicap ou de santé, ou pour dénoncer une infraction de nature criminelle, supposons, à une agression sexuelle. Mais à l'exception de ces 3 motifs-là, il n'y a pas d'exception. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Il est évident que pour la Commission, la notion d'accommodement raisonnable est une notion, et puis c'est vrai depuis les 10 dernières années, à tout le moins, si ce n'est pas plus. C'est une notion qui mérite d'être mieux comprise et qui mérite d'être comprise comme étant un compromis. L'accommodement raisonnable, puis je l'ai déjà dit en commission parlementaire, c'est un véhicule qui sert à trouver un équilibre entre des droits. Un équilibre entre une situation où 2 droits s'opposent. Et il n'y a pas, malheureusement, de réponse facile ou simple à ce genre de principe. Et il y a, à tout le moins, des principes quand même reconnus. La Commission, depuis maintenant 10 ans, offre un service conseil en matière d'accommodement raisonnable pour les employeurs au Québec, tant privés que publics. Et nous recevons donc des demandes et des questions pour accompagner les citoyens et les entreprises du Québec dans la mise en œuvre de ces obligations-là. Le tout, évidemment, étant pour éviter la judiciarisation ou des plaintes. Et ce système-là, évidemment, mérite d'être mieux connu, mieux utilisé parce qu'il fait ses preuves, il trouve des solutions concrètes à des problèmes. Le problème le plus important lorsqu'on parle d'accommodement religieux, d'ailleurs, je le souligne, c'est les problèmes de contraintes d'horaire. Donc, évidemment, on est au quotidien, nous, à œuvrer auprès des citoyens du Québec pour leur donner des solutions et des pistes de solutions par rapport à ça. Mais là, M. le Président, on s'éloigne un petit peu. Ma question est davantage sur l'article de loi, dans le projet de loi 21, qui indique que pour recevoir des services, ça doit être à visage découvert. Et outre les exceptions nommément indiquées, je souhaiterais savoir si la Commission est favorable au fait qu'au Québec, les services doivent être reçus à visage découvert pour des questions d'identification et de sécurité, à l'exception de si on a un handicap pour une raison de santé ou pour une dénonciation par rapport à une infraction criminelle. Comme je vais le répondre à nouveau, pour la Commission, le cadre d'interprétation de la Charte prévoit déjà des situations où il est nécessaire de recevoir les services à visage découvert. Et ces principes-là sont appliqués au cas par cas en fonction des situations qui se présentent. Alors,
C'est la réponse que j'ai à vous offrir sur ça, Monsieur le ministre. Monsieur le Président. Et pour mon information, ça serait quoi un exemple concret de cela? Mais, en gros, vous l'avez donné comme exemple, la question d'identification d'une personne qui a été identifiée pour savoir si cette personne-là est bel et bien la bonne personne. L'exemple aussi du permis de conduire, la photo du permis de conduire, il est tout à fait valable et possible d'exiger à quelqu'un de se découvrir pour avoir une photo de permis de conduire. Évidemment, on pourrait parler de cas d'exemple, mais lorsque c'est nécessaire pour l'identification et la sécurité, ceci est déjà balisé en jurisprudence dans le cadre que la Charte applique. La Charte québécoise s'applique au Québec. Donc, c'est légitime pour le législateur de le faire, puis de venir l'inscrire. Au niveau du projet de loi 62 encore, lorsque la Commission est venue témoigner aux audiences que la précédente ministre de la Justice tenait, la Commission était opposée, entre autres, à l'inclusion dans la loi d'une mention de l'égalité femmes-hommes comme critère devant être respecté lors du traitement d'une demande d'accommodement religieux. Et vous me permettrez de citer le mémoire, là. Concernant le projet de loi 62, la mise en évidence du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes risquerait en outre d'emporter d'importants impacts juridiques et sociaux quant à la protection des droits garantis par la Charte. L'ajout pourrait précisément introduire une hiérarchie entre les droits et libertés de la personne prévue à la Charte et porter atteinte à l'équilibre fondamental qui caractérise celle-ci. On parlait même d'une possibilité que la protection du droit à l'égalité soit amoindrie. Là, ça fait plus de 2 ans que le projet de loi 62 a été adopté. La disposition en question, elle n'a pas été suspendue. Est-ce que vous avez constaté une diminution, une hiérarchisation des droits par rapport à vos craintes, à vos anticipations qui avaient été formulées dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de loi 62, du fait que les accommodements raisonnables allaient être envisagés à la lumière de l'égalité entre les femmes et les hommes? Je vais passer la parole à ma collègue. On exprime effectivement, et dans le mémoire sur le projet de loi 62 et dans le mémoire sur le projet de loi 21, des craintes quant à la garantie de cohérence de la Charte, au maintien de cette cohérence-là. Les auteurs de la Charte inspirée du droit international ont fait très attention de maintenir l'équilibre entre l'ensemble des droits. Il faut lire la Charte comme un ensemble, comme un tout cohérent, et jouer sur un morceau, c'est aussi jouer sur tous les autres morceaux. Et entre autres, quand on joue par rapport au droit à l'égalité ou à la hiérarchisation ou à la vision antagoniste qu'on peut avoir de certains droits et qui peut ressortir de certains débats entourant, entre autres, le projet de loi 21, cette vision antagoniste-là vient contredire l'interprétation de la Charte qui veut qu'on doit lire les droits pour qu'ils se renforcent mutuellement et non pour qu'ils s'affaiblissent les uns les autres ou qu'ils soient opposés. S'il advient que certains droits dans la Charte peuvent, dans des situations ponctuelles données, être opposés, il y a des exercices de conciliation qui sont prévus et qui sont très bien balisés par la jurisprudence. Quant au droit à l'égalité, on l'a dit dans les notes de présentation et on l'explique dans le mémoire, la remise en question de l'obligation de l'accommodement raisonnable, la vision, une certaine vision qui semble être partagée par certains de l'obligation d'accommodement raisonnable comme étant un privilège ou comme étant un écart d'égalité ou une atteinte à l'égalité, ça nous ramène au début des années 80 à une vision formelle de l'égalité, une vision qui a été depuis largement dépassée. Pour atteindre l'égalité réelle, il faut parfois avoir des mesures différenciées. Une égalité, traiter toutes les personnes de la même façon peut entraîner une inégalité, de la même façon que d'avoir des mesures différenciées peut permettre d'atteindre l'égalité. On le comprend aisément, par exemple, lorsqu'on pense qu'il est nécessaire, par exemple, d'avoir des moyens pour adapter les bâtiments à l'accessibilité universelle. Ça, on le comprend, mais c'est la même chose pour l'ensemble des motifs de la Charte. Merci, M. le Président. On va juste revenir sur le projet de loi 21 avec le 62, là, parce que c'est directement lié, eu égard des commentaires de la Commission des droits. Pratico-pratique, là, depuis 2 ans et demi, 3 ans, là, vous aviez une crainte importante à l'effet de dire que dans nos lois, et c'est la ministre de la Justice, Mme Vallée, députée de Gatineau à l'époque, qui avait fait ça pour dire les accommodements religieux vont être interprétés à la lumière
de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était important, puis c'est une avancée importante qui avait été faite par la collègue de Gatineau à l'époque. Et la commission avait critiqué ce choix-là. Alors, vous disiez, ça va porter atteinte au droit à l'égalité, il va y avoir des conséquences à ça. Alors, c'est quoi le bilan depuis ces 3 ans-là du fait que le Parti libéral avait, à juste titre, mis l'égalité entre les femmes et les hommes comme outil d'interprétation dans la grille d'analyse pour les accommodements religieux? Alors, est-ce qu'il y a un bilan de la commission? Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de bilan à vous offrir. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que le principe de l'égalité homme-femme est déjà prévu à la Charte. Et, encore une fois, comme ma collègue vous le mentionnait, lorsque l'on regarde la Charte comme un tout, les droits fondamentaux ne peuvent pas s'interpréter en vase clos, de façon isolée. On ne peut pas, et c'est toujours risqué lorsqu'on isole un motif, parce que cet élément d'ensemble-là a des conséquences pratico-pratiques sur d'autres que des fois, dans la grande sagesse du législateur, on ne peut pas anticiper. Et c'est un peu ça, l'équilibre qui est atteint par presque 45 ans de vie de la Charte au Québec, c'est que les façons de la construire, les façons de l'interpréter sont comprises, sont cohérentes et forment un tout. Et un des risques de venir, et c'était un des risques de 62, puis c'est un des risques de 21 également, c'est de venir hiérarchiser les droits. Et c'est de venir dire, en gros, bien, l'accommodement religieux, lui, il est différent des autres. Le droit à la religion, c'est un droit différent et il faut l'interpréter différemment que les autres. Ce que je vous dis, c'est que de toute façon, les droits sont toujours interprétés en fonction des tensions inhérentes entre les différents droits. Donc, de venir jouer dans cet équilibre-là, c'est très risqué parce que ça peut venir débalancer ce cadre-là, puis cette façon-là de fonctionner. Et c'est un peu la critique que la Commission faisait sur 62 et fait sur 21, et d'autant que 21, comme on le mentionne en entrée de jeu, inclut une clause dérogatoire. Alors, c'est comme si on vient placer par-dessus la Charte, je parle en langage imagé là, pour que les gens me comprennent bien, là. C'est comme si on venait dire, il y a la Charte, puis en haut de ça, il y a 21. Donc, la laïcité, c'est pas quelque chose qui s'interprète comme un tout à même la Charte, puis c'est une des problématiques qu'on soulève. On vous dit, on n'est pas contre la laïcité, on est d'accord avec le concept de laïcité, mais si on y ajoute à ça la clause dérogatoire, bien, on vient placer la laïcité au-dessus de la Charte. Et ça nous inquiète. Oui. Alors, je comprends que les risques ne sont pas matérialisés du projet de loi 62, mais vous parliez de la hiérarchisation des droits. Puis, un des risques que vous soulevez, vous dites, la laïcité va être hiérarchisée par rapport aux autres droits. Je vous dis, c'est pas le sens du projet de loi et les droits s'interprètent les uns par rapport aux autres. Par contre, dans votre mémoire, j'ai pas noté de référence à la décision de la Cour suprême Trinity Western University et Braden Volkanen contre le barreau du Haut-Canada, qui, c'est une décision récente, le 2018, de la Cour suprême, en lien avec une faculté de droit qui voulait être accréditée par le barreau du Haut-Canada, qui avait des pratiques, on va se le dire, qui étaient homophobes. Et la Cour suprême semble dire, bien, écoutez, le droit à l'égalité pour les personnes LGBTQ, il faut les protéger. Et la liberté de religion, il y a certaines limites aussi à ça. Alors, je me dis, les droits s'interprètent les uns par rapport aux autres, mais il est légitime aussi, parfois, d'amener certaines balises. Et avec la laïcité de l'État, ce qu'on fait, c'est justement ça. On établit un cadre. La société québécoise choisit le cadre dans lequel elle souhaite évoluer, en s'assurant que les droits et libertés fondamentaux sont notamment interprétés à la lumière de la laïcité. Mais il faut se rappeler aussi que la Charte des droits et libertés de la personne, elle est modifiée. Elle est modifiable. Et le législateur n'a pas prévu de procédure de modification formelle comme la Charte canadienne non plus. Alors, lorsqu'on dit que ça fait 40 ans aussi, mais c'est pas immuable non plus. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie tout ça? Parce que moi, je dis, écoutez, ce qu'on fait, c'est un outil d'interprétation. La laïcité, c'est une valeur importante de la société québécoise. Premier principe, loin de l'idée de la Commission de prétendre à l'Assemblée nationale que celle-ci ne peut pas modifier la Charte des droits et libertés qui a été adoptée par cette même Assemblée. Ce n'est pas le sens de notre propos. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut toujours être prudent lorsqu'on vient modifier la partie 1 de la Charte, je précise,
cette partie-là qui vise les droits et libertés fondamentaux parce que, comme vous le dites, le ministre vient de le dire, il s'équilibre en fonction des autres. Et lorsqu'on parle de la cause, par exemple, de Trinity Western, bien, c'est exactement là un exemple où, dans un cadre, et je vous soumets que cette décision-là est interprétée en fonction d'une situation en Ontario, en Colombie-Britannique, mais les principes applicables auraient été vrais en vertu de la Charte québécoise, où le droit à l'origine a cédé le pas à un autre droit garanti. Et c'est exactement ce que le cadre de la Charte prévoit présentement. C'est faux de prétendre que la liberté de religion est illimitée, qu'elle n'a pas de limite. Il y en a, elles existent en droit. Le ministre vient de faire référence à un exemple, mais il y en a d'autres. Et c'est un peu ce qu'on met en lumière, d'ailleurs, dans notre mémoire, lorsqu'on parle de notion de sécurité, d'identification. Alors, cet exercice d'équilibre-là, il est interne à la Charte, il est intégré à la Charte. Alors, ce qu'on dit avec beaucoup de respect pour les prérogatives de l'Assemblée nationale, c'est d'être prudent lorsqu'on vient jouer dans la partie 1 de la Charte. Et c'est de faire attention à hiérarchiser les droits. C'est tout simplement ça. Puis je le répète, la Commission est d'accord avec les principes d'affirmer la laïcité au Québec. Les décisions des tribunaux, et en vertu de la Charte québécoise des dernières années, ont consacré le fait que le Québec est un État laïque. Il y a une neutralité religieuse qui existe au Québec. Les jugements dans la ville de Saguenay, pour ce qui est de la prière, par exemple, en est un bon exemple. Il n'y a personne qui remet en cause le fait que l'État du Québec est un État neutre d'un point de vue religieux. Par contre, M. le Président, je m'excuse auprès de mes collègues, mais il y a une distinction. Il y a une distinction très claire. Oui, neutralité religieuse, mais on a la démonstration que la neutralité religieuse, c'est pas la laïcité de l'État. Et le législateur québécois, aujourd'hui, par le biais de son projet de loi, dit au Québec, la laïcité va être définie avec 4 principes importants, chose qui n'était pas définie. Et d'ailleurs, dans le mouvement laïque québécois, parfois, la Cour se mélange entre laïcité et neutralité. Et c'est pas du tout la même chose, et l'ensemble des auteurs le disent que c'est pas la même chose. On a eu M. Taylor tantôt, lui-même dit également que c'est pas la même chose. M. Bouchard aussi dit que c'est pas la même chose, la neutralité et la laïcité. Alors moi, je voudrais vous demander, n'est-il pas légitime que le Parlement du Québec, par le biais de ses représentants élus, puisse définir les rapports entre l'État et les religions? Ça appartient pas au Parlement plutôt qu'aux tribunaux de faire ça? C'est pas légitime pour l'Assemblée nationale de le faire? Malheureusement, je dois céder la parole à l'opposition officielle. Madame la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Désolé. C'est intéressant comme échange, Monsieur le Président. Mais savez-vous quoi? Je vais céder la parole moi-même au député de La Fontaine qui va peut-être poursuivre dans les méandres juridiques. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aux représentants, à Maître Tessier, aux représentantes de la Commission des droits de la personne. Petite question rapide pour débuter. N'est-il pas vrai d'affirmer que les protections offertes à la liberté de conscience, aux libertés de conscience et religion sont protégées également par la Charte canadienne, au même titre que par la Charte québécoise? C'est rigoureusement exact. Cela dit, notre propos aujourd'hui, c'est de parler. Nous sommes ici pour parler de la Charte québécoise. L'utilité de vous l'entendre dire et le cas échéant de pouvoir répliquer à celles et ceux qui diraient que la Charte canadienne est l'empêcheur ici de danser en rond, alors que l'on sait par votre réponse que dans les deux cas d'espèce, les deux libertés, conscience et religion, sont également et de façon aussi forte enchâssées dans les deux chartes, la québécoise et la canadienne. Vous en faites état. La Charte québécoise, c'est la Charte des droits et libertés de la personne. On protège l'individu, on protège la minorité. Contre quoi? Contre la majorité. N'est-il pas vrai d'affirmer que le fait d'introduire ce que certains pourraient appeler une définition de la laïcité qui mettrait le poids de ce que certains considèrent des droits collectifs dans une analyse d'une charte qui est là pour protéger les personnes, les individus, bien, ça va créer nécessairement un débalancement, puis que ça n'a pas sa place à ce niveau-là. Bien, est-ce que je peux me permettre de répondre, puis j'en profite aussi pour répondre peut-être un petit peu indirectement à la question que le ministre m'avait posée un peu plus tôt. Pour ce qui est de la Commission, il faut rappeler quelque chose, et je l'ai dit d'entrée de jeu. Nous sommes favorables à l'affirmation dans une loi la laïcité de l'État et les 4 principes. On l'a dit 1 à 3, les articles 1 à 3 de la loi, on comprend et on reconnaît que cette mesure-là peut avoir un effet positif de venir affirmer la laïcité de l'État. Cela dit, il faut faire attention dans quel contexte on affirme ces principes-là. Puis je suis bien au fait des distinctions et des nuances quand même assez pointues entre le concept de neutralité religieuse et de laïcité, puis ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Mais cela dit, il faut comprendre que
l'interprétation donnée par les tribunaux et puis par toute la littérature qui est écrite autour de la Charte québécoise tend à reconnaître ces principes-là qui viennent d'être précisés dans la loi. Donc, ce sont des principes qui sont déjà préexistants. Est-ce qu'ils sont campés dans une loi présentement? Non, on ne peut pas prétendre ça. Puis je comprends la volonté du gouvernement, c'est ce qui est affirmé à 1 à 3. Mais cela dit, est-ce que ces droits-là, est-ce que cette question-là de la laïcité doit venir perturber l'équilibre de l'ensemble des droits? C'est là où on dit qu'il y a un risque sérieux. On vient placer ces concepts-là de laïcité et on vient les hiérarchiser par rapport au reste des droits. Et c'est ce qu'une clause dérogatoire vient faire, parce qu'on vient placer à l'abri du regard et de l'interprétation des autres droits ces notions-là qu'on vient introduire à la Charte. Alors, je vous avoue bien candidement qu'une des choses qui nous laisse un peu perplexes dans les circonstances, c'est de dire, et encore là, on reconnaît la prérogative de l'Assemblée de modifier les lois du Québec, dont la Charte, mais au même moment, on applique une clause dérogatoire, donc on empêche cette Charte-là de vivre avec ces principes-là, parce qu'on dit, bien, vous n'avez pas à l'interpréter. Donc, c'est sûr que ça demeure un peu insatisfaisant comme mécanisme. Et ça participe de l'équilibrage, justement, on parle du législatif, l'exécutif et le judiciaire, ça participe de l'équilibrage de notre système, qui est un système parlementaire et dont chacune des 3 sphères, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ont un rôle à jouer. Et par la clause non-obstant pour la canadienne et en voulant mettre à l'abri de toute analyse judiciaire le projet de loi 21, en regard de la Charte québécoise, bien, on vient briser cet équilibre-là et se réajuste, le cas échéant, ce réajustement-là. Pourquoi puis vous recommandez très clairement de ne pas adopter l'article 6 qui interdit les signes religieux. Pourquoi c'est important que le débat se fasse au cas par cas et qu'il y ait, le cas échéant, pas des accommodements déraisonnables, mais des accommodements raisonnables? Pourquoi c'est important de ne pas couper court à toute analyse dans un cas bien précis pour tous les cas où l'article 6 interdirait, selon le contexte, un signe religieux? Pourquoi c'est important, dans notre vivre ensemble, de permettre cette analyse-là et, le cas échéant, un processus qui va nous permettre d'avoir un vivre ensemble, un accommodement raisonnable? Bien, premier principe, c'est que c'est sûr, certain que la société québécoise est très diversifiée et on a donc une série de motifs prévus à l'article 10 qui sont tous aussi interdépendants les uns avec les autres et importants. Et souvent, ce qu'on va retrouver, nous, c'est ce qu'on appelle de l'intersectionnalité, en ce sens que les motifs vont s'entrecroiser. Exemple, quelqu'un va être discriminé non seulement en raison de son sexe, mais en raison de sa condition sociale, donc, ou en raison de son origine ethnique ou nationale. Donc, on va se retrouver avec un cumul, si on veut, là, de motifs qui se reflètent dans une personne. Et ces cumuls-là sont très souvent subis, ces cumuls-là de motifs sont très souvent subis par un groupe de la population qui est donc, à ce titre, un peu injustement stigmatisé. On vient donc pointer du doigt ou identifier certaines catégories de la population. Et c'est sûr, certain que ça, c'est un risque. Puis, je vous dirais que c'est un risque, mais c'est surtout que c'est au concret pour la Commission l'objet de plaintes de gens qui s'adressent à nous parce qu'ils ou elles sont victimes de situations de discrimination. Et quand vous dites c'est quoi l'importance du cas par cas, bien, c'est parce que justement, il n'y a pas un cas semblable parce que, je vous donnais l'exemple des aménagements d'horaire de travail. Bien, l'aménagement de l'horaire de travail, il va dépendre de la nature de l'entreprise, de la grosseur de l'entreprise, de la nature de l'accommodement demandé, de la récurrence. Il y a des situations individuelles, il y en a à l'infini. Et de tenter de venir jouer et puis de mettre une ligne, puis je comprends que ça peut sembler séduisant comme idée, de dire on va tracer une ligne, puis d'un bord c'est correct, puis de l'autre bord c'est pas correct. Le problème en réalité qui va se produire, c'est qu'il va y avoir du monde avec les jambes chacun d'un bord de la ligne. Ça va être un peu inconfortable longtemps pour ces personnes-là. Et est-ce que c'est en lien avec cette réalité-là où vous disiez qu'il s'agit d'une règle dépassée, la règle unique, la règle formelle, c'est une règle dépassée? Vous avez utilisé le terme « dépassé ». Pouvez-vous nous dire en quoi, en 2019, cette approche-là, elle est dépassée? Bien, elle est dépassée dans la mesure où la jurisprudence, les instruments internationaux, les chartes, les lois du Québec, pas juste la charte, mais ces concepts-là
Je pense à la loi visant assurant l'exercice pour les personnes handicapées qui date de 1979, qui vise une meilleure intégration, une vie ensemble. Avec ces notions-là d'égalité formelle ont été, depuis les années 80, remplacées par l'égalité réelle au Québec et par, comme je vous dis, là, un ensemble de lois, pas juste la Charte. Là. Souligner, et c'est assez éclairant, le paradoxe de l'approche du projet de loi 21 et l'article 2 qui définit la laïcité, notamment 3 et 4, l'égalité entre les citoyens puis la liberté de conscience et religion. Vous avez soulevé que cette approche, telle décrite par le projet de loi 21, est à sa face même un paradoxe parce que, justement, si d'aventure le projet de loi 21 était adopté tel qu'il est, ces autres articles que vous recommandez par ailleurs qu'ils ne soient jamais adoptés viendraient en contradiction avec notre façon, on étant exclu la personne qui parle, de définir la laïcité, à savoir l'importance de l'égalité, nous en sommes tous, mais cette approche est en soi inégalitaire et irrespectueuse de la liberté, notamment aussi de conscience et de religion. Je vais laisser mon collègue répondre à cette question-là, avec votre permission. Oui, en fait, on a indiqué dans notre mémoire que, comme vous le soulignez, que la liberté de conscience, l'égalité, la neutralité, la séparation font en effet partie là, de la laïcité. Ce sont les 4 principes qui la constituent. Cependant, suivant les articles 1 à 3, on constate que l'interdiction de porter des signes religieux finalement vient limiter l'exercice de la liberté de religion qui comprend le droit de porter des signes religieux. Va créer des barrières en emploi de nature discriminatoire, donc qui est contraire à l'égalité, va créer des exclusions à l'entrée du système d'emploi et en promotion, également en emploi. Puis, sachant que la neutralité religieuse de l'État est le corollaire de la liberté de conscience et de religion, on constate également que ce principe-là aussi est contredit, si on veut, par l'approche du projet de loi. Donc, c'est en ce sens-là qu'on dit que le projet de loi effectue un décentrement par rapport à une laïcité qui est déjà effective au Québec. On dispose, quand on regarde les indicateurs juridiques de la laïcité, ils sont déjà présents, ils sont déjà effectifs. Donc, merci en l'affirmant, on la... Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, s'il vous plaît. Excusez-moi, le temps est très court. Donc, vous dites que vous n'êtes pas contre une loi qui enchasserait le concept de laïcité, mais en le mettant là où on le met, il y a cette contradiction interne en ce que d'autres dispositions de la loi diraient dans le projet de loi 21 et le concept même de laïcité qui entraîne la liberté de religion et l'expression de religion. Ça, c'est une chose. Donc, mais même si on le mettait dans une autre loi, il y aurait toujours cette contradiction avec la Charte des droits et libertés, si je comprends bien. Écoutez, vous parlez donc, notamment le droit à l'égalité. Donc, ce qui en découle de tout ça, c'est le droit à l'égalité, notamment le droit à l'égalité en emploi. Donc, j'aimerais vous amener sur le concept de droit acquis. Que pensez-vous d'un concept de droit acquis en matière de protection de liberté fondamentale, comme si ça suit une personne et que ce n'est pas tout simplement un droit qui existe auquel tout le monde a droit en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, si les circonstances sont là et puis il n'y a pas de limite à ce droit en particulier ou de raison de limite. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'avocats. Ce n'est pas un concept qu'on voit normalement en matière de droits fondamentaux. Qu'est-ce que vous en dites? Certain que comme notre mémoire ne porte pas spécifiquement sur la question des droits acquis, elle porte sur l'ensemble du projet de loi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport, en lien particulièrement avec le système d'éducation, une des problématiques que nous avons relevées, notamment eu égard à l'utilisation de la clause de droit acquis, mais de viser le système d'éducation public par les principes de la loi 21, c'est qu'on vient en contradiction avec toute l'historique de déconfessionnalisation de l'école québécoise qui s'est inscrite dans un cadre laïque où les institutions venaient laïciser nos institutions, déconfessionnaliser nos commissions scolaires. Mais tout ça, c'est fait. Puis si on regarde les rapports, les États généraux de l'éducation, tout ça, c'est toujours fait dans l'idée où on respectait la liberté individuelle des gens. C'était les structures de l'éducation qu'on venait laïciser, qu'on venait rendre neutres. Ce n'étaient pas les individus qui composent le système d'éducation. Merci beaucoup. Monsieur le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le projet de loi 21 brime les droits de la personne? Parce que c'est pas tout le monde qui le reconnaît. Là, c'est pour ça que j'aimerais vous entendre là-dessus, en particulier. Bien, comme on l'expliquait d'entrée de jeu, c'est sûr, certain que pour nous, le projet de loi a pour effet, bien évidemment, comme l'a dit mon collègue, de venir mettre, par exemple, des barrières à l'entrée de l'emploi de certains postes. Donc, des personnes seront placées devant un choix, soit de laisser tomber le signe religieux qu'elles portent, ou la valeur religieuse à laquelle ils adhèrent, ou de ne pas prendre l'emploi. Donc, ça, en peu de mots, c'est de la discrimination. Il n'y a pas vraiment 20 000 façons d'appeler ça. Donc, juste en 30 secondes, c'est ce que je peux vous dire. Puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'une des solutions qu'on avance, nous, dans le projet, dans notre mémoire, puis qu'on met de l'avant, c'est l'idée que, plutôt que d'avoir recours à la clause dérogatoire, à ce moment-ci de l'histoire du Québec, il est peut-être plus opportun de demander un renvoi à la Cour d'appel, justement pour avoir un éclairage de ce qu'est, puis là, vous me demandez des exemples, mais le débat qui aura lieu, puis qui impliquera nécessairement, advenant que ça se produise, puis évidemment, c'est la prérogative du gouvernement de le faire, un renvoi. Nous, on le recommande. Mais le gouvernement pourra le faire ou ne pas suivre cette recommandation-là, c'est sa prérogative. Monsieur le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Merci. Le gouvernement présente le projet de loi 21 comme étant quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire du Québec, dans une suite logique d'actions pour la laïcité au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, cette lecture de notre histoire? C'est très difficile de nier que la question de la laïcité ou de la neutralité religieuse n'a pas occupé l'actualité québécoise des dernières années. On vous l'a dit d'entrée de jeu, c'est la 4e fois que la Commission se présente en commission parlementaire pour 4 projets de loi différents sur le même sujet. Donc, encore une fois, pour répondre indirectement au ministre tout à l'heure, il n'y a personne ici dans cette pièce au Québec qui ne reconnaît pas que cet enjeu-là a fait couler beaucoup d'encre, tant parlementaire que judiciaire ou que de l'actualité. Maintenant, l'évolution de la laïcité et de la neutralité religieuse de l'État, elle existe de fait. Elle est peut-être moins visible parce qu'elle n'apparaît pas expressément dans un projet de loi, comme je vous le disais tout à l'heure, qui trace une ligne claire, mais elle existe dans les faits par une série, toujours dans le cadre de la Charte, une série de décisions qui viennent préciser ces balises et qui viennent dire que, comme je le donnais comme exemple tout à l'heure, le ministre faisait référence, la liberté de religion doit céder le pas lorsqu'il y a une discrimination dans un cadre de Trinity Western University pour ce qui est de les droits pour les personnes LGBT. La question du permis de conduire des photos, la question de la prière au conseil municipal. Donc, ces éléments-là, dans le temps, avancent et viennent créer une zone dans laquelle la laïcité de l'État s'exprime et vit. Merci. Monsieur le député de Matane-Matapédia, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci aux représentants de la Commission de venir nous éclairer avec toute l'indépendance de cette commission, ce qui en fait une institution importante pour nous comme législateurs, bien que l'intention du législateur et l'intention, je dirais, majoritaire des législateurs, c'est de faire adopter une loi. Alors, en ce sens-là, comment nous guider pour adopter la meilleure loi possible? C'est un discours que je porte depuis ce matin, sachant que le gouvernement a cette volonté, il est majoritaire. Donc, il y aura nécessairement une loi. Alors, on pourrait décider de prioriser vos recommandations, savoir laquelle est la plus fondamentale pour s'assurer que la loi fonctionne. Alors, ma première question, c'est, faisons un peu de real politique. Cette loi-là va exister, tôt ou tard. Ne serait-ce que le gouvernement seul peut l'adopter, même sans l'appui d'aucune des oppositions. Alors, s'il y avait quelque chose qui vous apparaissait le plus fondamental dans toutes vos recommandations, ça serait laquelle et pourquoi? M. Tessier. Je vous dirais que je vous mets en garde de hiérarchiser les droits. Je me mets à moi-même en garde de hiérarchiser nos propres recommandations. Mais je vous soumettrai humblement qu'il est évident que lorsqu'on parle d'une clause de dérogation à la Charte québécoise, il faut que les parlementaires comprennent bien quelque chose. La Charte québécoise, c'est une loi du Québec.
que vous pouvez modifier. Pas la Charte canadienne, la Charte québécoise. Vous pouvez la modifier. Et il est évident que l'article 52 de la Charte, qui prévoit la suprématie de la Charte sur les autres lois québécoises, on peut y déroger par une simple loi, ce que PL 21 propose. Cette dérogation-là, elle est éternelle, tant et aussi longtemps que le législateur décide de ne pas revisiter, contrairement à la Charte canadienne qui, elle, est pour 5 ans. Alors, je vous dirais que la clause dérogatoire, nous, on vous recommanderait peut-être de soumettre la question à la Cour d'appel avant d'utiliser la clause dérogatoire. Monsieur le député de Matane-Matapétia. OK. Vous indiquez également qu'il y a des articles qui ne devraient pas se retrouver là à plusieurs reprises, mais est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas dans le projet de loi qui devraient s'y retrouver? Je ne suis pas juriste, mais je pose la question, par exemple, on m'indique souvent comment on applique la loi. Par exemple, quelles sont les conséquences sur quelqu'un qui est dans un parcours en enseignement secondaire et qui décide d'entrer dans la profession enseignante et de porter le tchador, par exemple, donc qui contreviendrait à la loi. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Est-ce que vous êtes questionné à savoir, on aimerait ça savoir comment le gouvernement entend appliquer la loi? Ce qui arrive à cette personne-là, elle va aller travailler à l'école privée. Cette personne-là est dans l'école, elle a été engagée. Donc, elle est engagée, puis elle décide une journée que, finalement, je vais le porter. Parce que c'est important pour moi, puis je décide de forcer le jeu, par conscience, d'affronter la loi. Alors, moi, je ne retrouve pas qu'est-ce qui va arriver à cette personne-là. Est-ce que vous êtes posé la question? Nous ne sommes pas posé cette question-là à ce moment-ci. C'est une question hypothétique. À votre question, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, je pense que je vous réfère à notre recommandation 1. Merci. Donc, merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie infiniment de votre collaboration. Je vais suspendre les travaux quelques instants afin d'accueillir notre prochain groupe. Merci beaucoup.